Souleymane Bachir Diagne, bonjour. Bonjour Souleymane Gassama. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio. Merci infiniment de passer les prochaines 40 minutes qui vont suivre en notre compagnie. Je vous lis assidûment et vous m'honorez, je dois le confesser, de votre amitié depuis quelques années. Que dire pour vous présenter à nos auditeurs? Vous êtes penseur, philosophe, vous avez enseigné la philosophie à l'université de Dakar pendant 20 ans et aujourd'hui vous enseignez à l'université de Columbia aux États-Unis. Vous avez écrit de nombreux livres. On citera, juste pour notre discussion, Comment philosopher en islam, livre qui explore la pensée critique dans l'histoire de la religion musulmane et qui va à rebours de la représentation d'une religion uniquement passive. On y reviendra sans doute au gré de la discussion, mais d'abord commençons par votre collègue, votre aîné, Paulin Outonji, qui vient de nous quitter. Parlons de sa place, de la place de sa philosophie, de son héritage. Comment tout simplement l'avez-vous connu et qui était-il? Je suis heureux que vous ayez dit votre aîné. À l'africaine, je dirais également mon grand frère. J'ai connu Paulin Outonji il y a maintenant plus de 40 ans. Je l'ai connu au tout début des années 80, en 1981, je crois. Il est venu me voir, il est venu me chercher à la rue d'Ulm, à l'école normale supérieure, où j'habitais encore, parce que c'était ma dernière année à l'école normale supérieure. À Paris. Absolument. Je partage avec Paulin Outonji d'avoir été à cette école-là et d'avoir été en particulier comme lui élève d'Althusser, de Derrida dans cette école. Et donc c'est tout naturellement qu'à quelques années de distance, il s'est enquis de ce jeune normalien africain qu'il voulait voir et à qui il voulait prodiguer les conseils qu'un grand frère sur notre continent prodigue à ses jeunes frères. Il y avait cette connivence-là déjà avant même que je le rencontre. Il y avait une autre connivence, c'est qu'il était ami de mon oncle Pathé Diagne, le linguiste, qui d'ailleurs nous a quittés il n'y a pas très longtemps également. Et donc c'est à ce double titre de grand frère en philosophie, de grand frère à l'école normale et d'oncle par la relation qui était la sienne avec Pathé, qu'il est venu me voir. Et il m'a invité à ce moment-là à ce qui a été une de mes toutes premières conférences internationales en 1982 à Düsseldorf, pour un congrès qu'il organisait en Allemagne, pour un congrès qu'il organisait et qui s'est avéré très important pour l'histoire de la philosophie africaine. Justement, on va parler de cette philosophie africaine, justement de la place de Paulin Outonji. Alors, qui était-il et quelle place il a occupé dans la discipline sur le continent? Et vous parlez de Düsseldorf en dehors. Il a occupé une place, je dirais, de bâtisseur. Voilà. Il a véritablement construit, je crois, un concept de philosophie africaine sur lequel nous vivons désormais. Et je crois que ça n'est pas exagéré de dire qu'il a assuré à la philosophie africaine ses fondements les plus solides. Il avait fait un parcours philosophique tout à fait brillant, enfin c'est le cursus honorum en France. Il a commencé à enseigner à Besançon avant d'aller enseigner en Afrique. Une chose qui est importante d'ailleurs pour compléter la description rapide que je viens de faire de son cursus, il a consacré une thèse de philosophie à la pensée du philosophe allemand Edmund Husserl sous la direction d'un grand maître qui était Paul Ricoeur à Nanterre. Et donc ensuite il est rentré en Afrique où il a enseigné d'abord au Congo et ensuite très rapidement chez lui au Bénin. On va parler de son œuvre parce que Paulin Outonji fait paraître en 1976 chez l'éditeur François Maspero ce livre sur la philosophie africaine. C'est son titre, une critique déjà très robuste de la notion d'ethnophilosophie. On va faire beaucoup de pédagogie parce que ces notions au terme parfois un peu barbares peuvent nous éloigner, mais qu'est-ce que cela veut dire tout simplement, l'ethnophilosophie? Et puis mettez ça un peu en balance avec la philosophie pour qu'on comprenne mieux. Alors, justement, je vais prendre le temps, puisque nous sommes dans une émission d'histoire, de faire l'histoire, de retracer la généalogie de la critique que Paulin Outonji mène contre l'ethnophilosophie. Eh bien, l'histoire de la philosophie africaine, ou plutôt l'histoire de l'association du mot philosophie et du mot Afrique, est une histoire relativement récente. En 1945, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, un prêtre franciscain
belge, le père Placide Tempels, publie un ouvrage qu'il intitule La philosophie bantoue. Aux éditions Présence africaine en 1945. En 1945. Il l'avait d'abord écrit en néerlandais, puis ensuite traduit en français, et Présence africaine publie cet ouvrage. Et cet ouvrage a la particularité, le propos du père Tempels, c'est de dire, sous ce que les ethnologues décrivent, c'est-à-dire les religions, les rituels, les arts, les institutions des peuples qu'ils étudient, se tient un certain nombre de principes philosophiques importants, des principes qui sont des principes ontologiques, au sens où il s'agit pour les populations concernées de dire quelles sont leurs réponses à la question « Comment rendre raison de ce qui existe ?» Pourquoi ce qui existe-t-il? Oui. Ce sont des questions fondamentales, des questions philosophiques. Le père Tempels dit il faut aller à ce niveau-là, il faut aller jusqu'à ce fondement philosophique pour mieux comprendre tout ce qui s'est édifié sur ces fondements-là et que les ethnologues décrivent. Et donc, il insiste sur le fait que quand il parle de la philosophie bantoue, il n'est pas en train du tout d'employer ce mot de philosophie dans un sens quelque peu dérivé, au sens où on dira la philosophie de tel entraîneur de football et l'attaque, etc. C'est vraiment la philosophie, discipline théorique, exigeante, même. Dans son essence même. Eh bien, le père Tempels a donc fait école. Beaucoup d'ouvrages se sont publiés sur ce modèle-là. La philosophie d'un peuple particulier, d'une culture particulière. Or, ce qui ressortait de cette démarche, de cette méthode, c'était de faire du sujet de la philosophie tout un groupe, toute une ethnie, tout un peuple, toute une culture. C'était la culture elle-même qui devenait philosophie. C'est comme si la philosophie était émanation d'une culture, comme la fumée émane du feu. La démarche de Paulin Untonji, quand il commence à écrire à la fin des années 60, parce que le livre que vous avez cité sur la philosophie africaine date de 1976, mais c'est un livre qui regroupe des articles qu'il a commencé à écrire en 1969, à la fin des années 60. Il revenait sur cette approche du père Tempels en disant, au fond, il a beau dire qu'il dépasse l'ethnologie, ceci reste un travail qui prolonge simplement l'ethnologie. Dans le sillage d'ailleurs de ce qu'on a connu pendant la colonisation, c'est-à-dire des visions, des stéréotypes, une manière justement de considérer la philosophie africaine comme quelque chose qui relève presque parfois, vous me corrigerez si je me trompe, de folklore. Mais exactement. Et d'ailleurs, l'expression anglaise folk philosophy reprend cette idée qu'il s'agit au fond, dans cette philosophie populaire, dans la philosophie d'un peuple ou d'une culture. Mais Paulin Untonji n'est pas le seul d'ailleurs à porter cette critique sur ce que vous venez de définir, l'ethnophilosophie. Il a justement des collègues, des compères comme Fabien Eboussi Boulaga ou Marcien Toa qui vont venir apporter cette critique aussi robuste. Comment cette période a-t-elle reçu ce livre de manière générale et pourquoi la critique a été aussi forte et féroce parfois? Alors, vous avez raison d'abord de parler de période et rappelons, puisque vous avez parlé de Fabien Eboussi Boulaga, rappelons que son livre... Qui est un philosophe camerounais, on le précise. Philosophe camerounais, son livre « La crise du Muntu » paraît un an exactement après sur la philosophie africaine, donc exactement. En 1977. Et qui est sous-titré « Authenticité africaine et philosophie ». Absolument. Et donc, lui aussi s'attaque au modèle établi par le livre du père Tempels. Et d'ailleurs, le titre l'indique, quand il parle de la crise du Muntu, le Muntu, c'est le singulier de Bantu, comme on sait. Eh bien, lui aussi, comme Paulin Untonji, estime que cette manière de considérer la philosophie n'est pas rigoureuse. Les deux partagent, et c'est vraiment l'exigence de la période, les deux partagent de vouloir que la philosophie soit ce qu'elle doit être, un discours rigoureux, un discours qui doit être valide universellement et ne pas être considéré comme l'émanation toute naturelle d'une culture donnée, parce que ça voudrait dire que la philosophie peut rester implicite en attendant un philosophe extérieur de préférence coloniale pour la dégager, et en plus elle va être une philosophie collective. Et tous les deux insistent sur le fait que la philosophie est démarche rigoureuse,
avec un individu qui prend la responsabilité de thèses philosophiques et qui les signe de son nom. Alors on va respirer un peu ici, cher Souleymane Bachir Diagne. Vous avez vécu une partie de votre enfance à Ziguinchor, frères Tidiane, Mamadou et Ismaïla. Je reçois aujourd'hui le penseur et philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne pour nous raconter l'histoire de la philosophie africaine à travers les pensées de ces grandes figures, le béninois Paulin Outonji notamment. La construction d'une image du continent africain au relent très ethnologique, on vient de le voir dans le sillage de la colonisation à la peau dure, et la philosophie n'y échappe pas. Souleymane Bachir Diagne, vous avez évoqué le livre de Placide Tempels, la philosophie bantoue. On peut aussi évoquer le livre d'Alexis Kagame, la philosophie bantoue comparée. Pourquoi ces livres-là sont restés très très importants au cœur de cette controverse, et surtout quelles sont les voies alternatives que proposent Paulin Outonji et ses camarades? Alors, vous avez raison de dire que ces livres sont restés importants. La critique de l'ethnophilosophie qui s'est adressée à l'ouvrage de Placide Tempels a été une critique effectivement très robuste, très ferme, véritablement une fin de non-recevoir d'ailleurs aux propos introductifs qui consistent à dire il vaut mieux connaître la philosophie de ces Bantous si nous voulons sauver la mission civilisatrice et l'administration coloniale, parce que nous apprendrons à les administrer selon la philosophie qui leur est propre. Mais, et ça c'est un mais important auquel il faut prêter la plus grande attention aujourd'hui, il n'y avait pas tout à jeter dans le texte de Tempels. On parle par exemple de la critique féroce qui fut adressée au livre par Aimé Césaire. Et c'est vrai que dans le discours sur le colonialisme, Aimé Césaire, avec l'humour grinçant qu'on lui connaît, a dit pique-pendre de ce texte et de sa nature colonialiste. Ce qu'on connaît moins, c'est un autre texte d'Aimé Césaire de 1962 où Aimé Césaire, invité en Italie, à faire une conférence, explique que désormais la civilisation africaine est mieux connue dans ses différents aspects, et parmi ces aspects, il cite l'aspect philosophie que l'on doit au père Tempels. Ça veut dire qu'il s'est énervé contre le caractère colonial du livre de Tempels, mais il a, comme son ami Senghor, aperçu dans le concept qui est au cœur de la philosophie de Tempels l'idée que être, c'est être une force. Eh bien, il a aperçu, comme Senghor l'avait fait, le caractère important heuristique de ce terme. Ça permet de lire en particulier les arts classiques africains, et c'est ça que Senghor avait fait. Alexis Kagame, qui est prêtre également, rwandais, qui publie en 1956 sa thèse, qui était sa thèse sur la philosophie bantoue rwandaise, et qui va publier à nouveau en 1976, cette fois, la philosophie bantoue rwandaise des lettres, s'inscrit dans le sillage du père Tempels, mais il apporte une nuance importante, une orientation très importante, un accent particulier sur la langue Kinyarwanda et les autres langues bantoues qu'il étudie. C'est-à-dire qu'il va y avoir un ancrage linguistique chez lui de la réflexion sur la philosophie portée par les sagesses bantoues. Il va donc faire une démarche philosophique consistant à construire les concepts au plus près des langues bantoues, et cette opération de construction de concepts, c'est la philosophie même. Et ça n'est plus déjà de l'ethnophilosophie du type de celle que Paulin Outonji critiquait. On va dégager cette cristallisation autour de cette opposition au livre de Tempels, mais une réponse très courte à une question qui le sera également. On a accusé Paulin Outonji d'être finalement sous influence occidentale. Ça a été une critique. Comment il l'a vécu? Quand elle venait d'une volonté de débat, il l'a vécu et l'a pris très bien. J'ai signalé tout à l'heure son amitié avec mon oncle Pathé. Pathé l'a appelé europhilosophe, par symétrie avec ethnophilosophe. Mais ils ont échangé entre europhilosophe et ethnophilosophe avec la bonhomie que leur amitié impliquait. Et c'est ça, une manière de débattre. La raison pour laquelle on a accusé Paulin Outonji, on lui a dit qu'il avait une conception de la philosophie qui était une conception occidentale, et que les Africains avaient leur propre conception de la philosophie. Une espèce de relativisme à tout crin. Et non, il n'allait pas dans le sens de ce relativisme. Son exigence de validité universelle
des propositions philosophiques, il n'a jamais transigé sur cette exigence-là, et c'est ce qu'on lui reprochait en effet. Et dans le sillage de Paulin Goutonji et de ses camarades, un nouvel élan naît pour se consolider, étendre son spectre et convaincre. Il faut donc créer, sortir de la seule perspective très dualiste d'une certaine manière, parce que la philosophie africaine n'a pas uniquement comme horizon uniquement la critique du père Tempus. D'autant plus que des concepts naissent, se développent, se vitalisent de plus en plus. Les pensées africaines vont cheminer avec les problématiques, les angoisses, les désirs de libération, à travers cet outil très très puissant que l'on connaît, qui est la pensée. On va en parler, cher Souleymane Bachir Diagne. On va faire ici une petite pause, un point complet sur l'actualité sur RFI. Restez avec nous, je vous raconte la suite de cette histoire de la philosophie africaine avec Souleymane Bachir Diagne. Afrique, mémoire d'un continent. Avec Elgas. De retour dans votre rendez-vous d'histoire du dimanche sur la radio du monde, l'histoire au sens très large, puisqu'aujourd'hui, je vous parle de philosophie africaine, de son épopée continue avec mon invité Souleymane Bachir Diagne, penseur et philosophe sénégalais. Souleymane Bachir Diagne, si on remonte très très loin, vous enseignez depuis plus de 30 ans, la transmission elle est au cœur de votre vie, on peut le dire ainsi. Quand apparaissent les premières traces articulées de ce qu'on pourrait apparenter à une philosophie, allez, un terme encore barbare, conceptualisée, est-ce que cette notion d'ailleurs, elle fait sens? Oui, elle fait sens. Je vous remercie de m'avoir rajeuni. Ça fait plus de 40 ans maintenant, si je compte bien. Un peu moins de 40 ans, mais quand même proche de 40 ans que je suis dans ce business de l'enseignement de la philosophie. Eh bien, cette philosophie conceptualisée est écrite aussi. On la voit apparaître sur le continent africain parce qu'il ne faut pas oublier, le continent africain, cela va du Cap au Caire et que, après tout, Plotin est né en Égypte, justement, à Alexandrie, qu'on peut considérer également que des penseurs comme Tertullien ou Saint-Augustin étaient africains. D'ailleurs, le président Senghor, une fois, m'a dit vous devriez peut-être écrire votre thèse sur Saint-Augustin et parler de son africanité. Ce que vous relatez dans votre livre, d'ailleurs, Le Fagot de ma mémoire. Et il avait bien raison, Plus maintenant, peut-être quelque chose d'encore plus proche, c'est la philosophie islamique. Des penseurs comme Ahmed Baba al-Timbukti de Tombouctou et d'autres penseurs qui ont été étudiés par des universitaires comme Ousmane Khan qui a parlé des intellectuels non europhones, ceux qui ont écrit ou bien en arabe ou bien dans les langues africaines en utilisant les caractères arabes, parce que l'écriture des langues africaines également est ancienne. Elle était faite dans ces caractères-là. Eh bien, tout cela nous indique l'idée d'une tradition de pensée érudite et donc d'une philosophie conceptualisée, comme vous dites, qui était présente en terre africaine depuis très longtemps. Par conséquent, si on peut considérer que le commencement de la philosophie africaine, c'est-à-dire comme discipline académique sur laquelle on s'interroge, c'est véritablement l'après-Deuxième Guerre mondiale, les origines de la philosophie africaine et de cette approche conceptuelle de la pensée également, ces origines-là sont bien plus lointaines évidemment et s'enfoncent dans la nuit des temps. Alors, parlons un peu de vous, si vous le voulez bien, et d'ailleurs la transition elle est toute trouvée, vous avez mentionné cette tradition déjà islamique. Dans votre livre « Comment philosopher en islam », vous faites cette histoire de la pensée critique dans la région musulmane. On peut prendre l'exemple du Sénégal, on peut prendre d'ailleurs l'exemple d'autres pays où le soufisme a eu aussi une grande présence et une grande prospérité. On a prêté aux pensées soufistes justement une forte teneur philosophique. Quel lien peut-on établir entre philosophie et soufisme? Et puis au passage définir le soufisme, qu'est-ce que c'est pour nos auditeurs? Oui. Alors, une définition rapide consisterait à dire que le soufisme, c'est la dimension intérieure, la dimension mystique de l'islam. Une dimension qui est l'insistance sur une relation personnelle que l'humain a avec son créateur.
Et donc, dans la religion, au-delà du respect des préceptes de la religion, il y aurait cette volonté de se rapprocher spirituellement de son Créateur. Ceci définirait l'exigence ou le cheminement du soufisme. Le soufisme lui-même insiste beaucoup sur l'action, en disant que le soufisme, c'est d'abord une manière de vivre et une relation de proximité avec son Créateur et une certaine éthique dans les relations avec les autres humains. Mais vous avez raison de rappeler, mon cher Elgas, qu'il y a là aussi une métaphysique qui est là derrière. Il y a une métaphysique du soufisme, une vision philosophique qui est derrière cette exigence d'agir d'une certaine manière éthique, comme si on était tout le temps sous le regard de Dieu. Voilà. Le soufi, c'est celui qui se dit « je suis en permanence sous le regard de Dieu », qui vit cette proximité avec Dieu, mais là derrière, il y a aussi toute une philosophie, et c'est d'ailleurs cela qui fait un lien entre les soufis eux-mêmes, les philosophes, la tradition philosophique dans le monde de l'islam. Vous pouvez parfaitement considérer que quelqu'un, comme un philosophe comme Al-Farabi, sa philosophie avait des implications soufis. C'est encore plus net, peut-être, pour un philosophe comme Avicenne, qui, dans la dernière partie de sa vie et donc dans ses dernières œuvres, a développé des considérations, des réflexions qui allaient dans le sens du mysticisme soufi. Précisément, et d'ailleurs, ceci a eu une influence très grande dans le chant iranien, par ailleurs. Donc voilà une rencontre, une véritable convergence entre la tradition philosophique dans le monde de l'islam et la tradition spirituelle du tasawwuf, du soufisme. La philosophie reste une discipline complexe. Elle peut être parfois mal perçue comme agent d'une transgression. Par exemple, le volume 2 à ce titre au lycée, dans beaucoup de pays du monde, est modeste. On peut prendre l'exemple de la France, où on enregistre cette émission, et l'exemple aussi du Sénégal. Vous avez été élève, vous l'avez mentionné, de Louis Althusser et de Jacques Derrida à l'École normale supérieure de Paris. Cette question, elle est personnelle. Comment vous est venu le goût de la philosophie? Écoutez, je suis tombé amoureux de la philosophie en tombant dedans, si je puis dire. Je suis obligé de parler de mon premier maître, qui est mon père, et du fait que j'ai grandi au milieu des livres de mon père. Et parmi les livres de mon père, il y avait des ouvrages de philosophie que j'ai lus parfois sans les comprendre, en comprenant un petit bout. Mais disons que la réflexion philosophique a été présente chez moi de manière, assez tôt dans mon existence. Donc, quand j'ai commencé à faire de la philosophie de manière plus formelle en terminale, puisque nous partageons dans le monde français et francophone d'avoir la classe dite de philosophie, qui est la terminale, ça n'était pas une découverte pour moi. Par exemple, quand je suis arrivé en terminale, j'avais déjà lu pratiquement tout le théâtre de Sartre, j'aimais beaucoup son théâtre, et j'avais essayé de lire L'être et le néant. Déjà. Bon. Qui est un livre très obscur. Voilà. Mais à ce moment-là, je n'avais pas encore pensé à en faire ma carrière, puisque j'étais dans des classes scientifiques, je me débrouillais bien également dans les sciences, et je me destinais à une carrière d'ingénieur. Mais c'est en arrivant en France que l'hésitation que je pouvais avoir entre les deux voies s'est résolue, et j'ai décidé finalement d'aller en classe préparatoire à Louis-le-Grand en Hippocagne et de tenter ma chance pour le concours de l'École normale supérieure. Une aventure philosophique, donc en somme. Dans votre livre, Le fagot de ma mémoire, vous relatez d'ailleurs tout ce cheminement qui vous a conduit à la philosophie, à la logique aussi, qui est une étape importante de votre parcours scolaire et académique. On découvre dans votre livre, Le fagot de ma mémoire, en Souleymane Bachir Diagne, danseur habile sur les rythmes du Bouguerup de Casamance, magnifié toujours Ismaïla, mort il y a près d'1 an. Ici, c'était le titre Fondinké qui électrise les foules en Casamance. Si je puis me permettre, je suis vraiment heureux que nous ayons eu cette occasion de leur rendre hommage. Il y a plusieurs années, quand je présentais un de mes ouvrages à la cité universitaire, j'ai eu la bonne surprise de voir Ismaïla et Ousmane, je crois, au premier rang, assis pour venir m'écouter parler de mon livre. Ils m'ont manifesté une amitié qui me touche beaucoup, et je prie Dieu pour qu'il accueille Ismaïla en sa miséricorde infinie. Je me joins bien sûr à cet hommage.
Au cœur de la philosophie africaine, on y revient, cher Souleymane Bachir Diagne, une notion à cheval, elle aussi, entre plusieurs disciplines et souvent au cœur de la controverse, l'universel. Entaché par la colonisation, système d'imposition des valeurs occidentales considérées comme supérieures, l'universel reprend, grâce à vous, entre autres, de plus en plus son cœur dans une humanité en partage, soucieuse de tous les apports. En droite ligne de cette réappropriation de l'universel, vous avez écrit un livre avec l'anthropologue français Jean-Loup Amsel, intitulé Enquête d'Afrique, sous-titré Universalisme et pensée décoloniale, aux éditions Albin Michel pour le préciser. Peut-on rêver d'un universel en philosophie? Et comment circulent ces influences-là philosophiques à l'échelle du monde? Souleymane Bachir Diagne. Je suis heureux de cette question et vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, il faut en quelque sorte réinventer l'universel. Réinventer l'universel, ça prend deux sens. Premièrement, il faut le réinventer, cet universel, contre un universalisme. Je fais la distinction en appelant universalisme le récit de soi de l'Europe qui, à un moment donné, a estimé qu'elle était tout naturellement choisie, élue même pour prendre un terme religieux, élue pour être porteuse de l'universel et donc élue pour porter cet universel au reste du monde. Ça, c'est l'universalisme, c'est une conception impériale, colonialiste, et on a raison de dire que cet universalisme-là arrive à sa fin. En revanche, est-ce que ça veut dire qu'il faut renoncer à l'universel? Je ne le crois pas. Et c'est l'autre sens du mot réinvention de l'universel. L'universel, ça va être quelque chose à forger ensemble par les cultures du monde, dans les langues du monde, avec les langues du monde, à partir du pluriel. On ne peut pas considérer que l'universel, c'est un lieu particulier qui doit faire en sorte de créer le reste du monde à son image. Eh bien, il faut partir du pluriel du monde et tenir ferme la volonté d'universalité, c'est-à-dire que ce pluriel du monde doit se projeter sur un même horizon d'universalité. Et de ce point de vue-là, je crois que notre époque, qui a été une époque où la remise en question de l'universalisme est devenue une espèce de relativisme qui fait que dès qu'on entend le mot universel, on a envie de sortir son revolver, il faut sortir de ce que j'appellerais une anxiété décoloniale. De ce point de vue-là, et se dire que l'universel, ce n'est pas une machine de guerre contre les autres peuples, c'est au contraire quelque chose à inventer ensemble, à penser ensemble. Un horizon, en somme. Un horizon. Cher Souleymane Bachir Diagne, c'est des idées fédératrices comme le panafricanisme semblent connaître des dérives sous le coup, dit-on, de la désertion des penseurs. On sait que la philosophie africaine est inséparable de ces logiques d'unité. En témoigne le CODESRIA, le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, à Dakar, que vous avez gratifié de vos apports. Peut-on philosopher en Afrique sans panafricanisme et inversement? Je crois qu'en Afrique, le panafricanisme doit être notre orientation, doit être notre horizon également. Et nous devons penser dans le cadre et avec la volonté de construire le panafricanisme. Sauf qu'il ne faut pas se tromper sur la signification du panafricanisme. Vous savez, il y a dans sa réflexion sur le socialisme africain, à un moment donné, Senghor dit qu'il ne faut pas confondre les choses et ne pas penser que le panafricanisme, ça doit être le pan-négrisme. Et il ajoutait d'ailleurs, il n'y a qu'un seul pan valide, c'est le pan-humanisme. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut revenir aux fondamentaux du panafricanisme. Le panafricanisme, ça va du Cap au Caire. Aujourd'hui, on a aussi la présence d'un panafricanisme qui ressemble davantage à un panégrisme, qui insiste sur l'Afrique subsaharienne dans sa relation avec la diaspora africaine telle qu'on la trouve, par exemple, en Amérique. Ceci va contre l'histoire culturelle, l'histoire intellectuelle de l'Afrique, qui est un seul et même continent. Ça veut dire qu'il y a une continuité entre l'Afrique du Nord et le reste de l'Afrique. Et que le panafricanisme, ça doit être ce qu'en disait Nkrumah, un panafricanisme où on ne se sentirait plus seulement marocain, tunisien, kenyan, sénégalais, malien, mais africain. Et donc continentaliser le panafricanisme véritablement et le construire patiemment. Moi, je suis pour qu'on regarde ce que nous nous sommes donnés pour l'instant. La CEDEAO aujourd'hui a des graves problèmes, mais nous avons la CEDEAO, il nous faut y tenir et la construire. Les 5 régions africaines, il nous faut les consolider et faire en sorte que ces 5 régions convergent
vers la constitution des États-Unis d'Afrique. Si on pense de cette manière-là, on pense un panafricanisme ouvert à l'intérieur du continent et ouvert sur le reste du monde, et on ne s'enferme pas dans une espèce de pan-négrisme que je vois malheureusement se développer aujourd'hui beaucoup au nom du panafricanisme. On est malheureusement pris par le temps, c'est toujours comme ça, c'est toujours très court, Souleymane Alcide. L'essoufflement de beaucoup d'idées qui ont gouverné le monde jusqu'à présent et conduit à des crises qui semblent aujourd'hui presque insolubles, où on ne trouve pas de solution, nous invite forcément à penser autrement. Et on dit que l'Afrique peut être cette réserve justement d'idées nouvelles. Qu'observez-vous autour de vous et dans vos lectures comme pensée philosophique sur le continent qui pourrait être une alternative dans le monde aujourd'hui? Puisque le temps est court, je vais juste vous donner un concept central, Ubuntu. Ubuntu, c'est ce concept construit en Afrique du Sud pour aller au-delà des tribus. Je suis parce que nous sommes. Oui, pour sortir de la logique des tribus et aller vers la logique de l'humanité et de la construction de la nation sud-africaine comme une nation unie. Eh bien, aujourd'hui, nous avons une espèce d'apartheid mondial, de fragmentation mondiale. Nous avons une logique des tribus qui s'est installée sur notre planète. Et il nous faut sortir de cette logique des tribus parce que ceci sera nécessaire pour faire face à des défis qui sont des défis pour l'humanité en tant qu'espèce. Le défi sanitaire, le défi environnemental. Cela veut dire que nous devons avoir un Ubuntu planétaire et cet humanisme-là, pour notre temps, c'est l'invention de notre continent. Une note d'espoir, une note d'optimisme reçue 5 sur 5 ici. Merci beaucoup, cher Souleymane Bachir Diagne. Merci pour ces précieux éclairages. Je rappelle le titre de votre dernier livre, De langue à langue, l'hospitalité de la traduction, aux éditions Albin Michel.